Premièrement, pourquoi parler d'Afrique? Pour moi, il y avait trois raisons. D'abord, c'est l'aube de notre humanité, et ça, on en avait parlé abondamment. Deuxièmement, c'est peut-être l'avenir de notre humanité, tellement la démographie est galopante dans le continent. Le taux de reproduction en Europe essaie de se maintenir à 2, il est souvent inférieur à 2, le nombre d'enfants qu'une femme en âge de procréer. En Afrique, c'est 4, 5, 6, selon les pays. Donc ça, c'est du doublement en 10 ans et du décuplement en 50. Donc c'est extraordinairement prolifique. Donc peut-être notre futur, dans la mesure où, conjugué avec la catastrophe climatique vers laquelle nous allons, dans laquelle nous sommes entrés, va sans doute provoquer le déplacement de nombre de gens. Et quand je dis nombre, les évaluations vont entre 200 et 500 millions de personnes qui vivent majoritairement dans la zone intertropicale et qui ne vont plus pouvoir y rester, y vivre, puisque au-delà de 52 degrés à l'ombre, on ne peut plus. Donc il va y avoir énormément d'émigration, d'où ma question un peu provocante, est-ce que l'Afrique ne sera pas aussi notre futur? Et je terminais ce premier point en disant, c'est chez moi, parce que c'est vrai, j'ai beaucoup voyagé, beaucoup travaillé en Afrique. Je préciserai pour la Côte d'Ivoire. Alors, je parlais du passé chaotique. Alors, je l'ai écrit chaotique au sens du chaos, c'est-à-dire de la désorganisation, mais on peut aussi l'écrire chaotique, une succession de chaos sur la route, et les chaos se sont succédés effectivement après un premier temps, quelques siècles très mal connus, et quelques empires par-ci par-là. On est arrivé aux saignées des traites esclavagistes, dont la pire a été la nôtre, celle du commerce triangulaire, où une trentaine de millions de jeunes hommes ont été déportés dans le nouveau continent pour produire. Et la majeure partie de ces 30 millions, c'était en fait au XVIIIe siècle. Dans le seul XVIIIe siècle, il y a largement plus de 20 millions de gens qui ont été déportés. La colonisation est arrivée dessus, parce que, bon, je vais être un peu provoquant, mais quand l'esclavage a été aboli, c'est-à-dire début XIXe siècle, les puissances capitalistes occidentales se sont dit, bon, si on ne peut plus faire voyager le travail, peut-être qu'on pourrait l'exploiter sur place. Donc, moi je le sais bien, que la colonisation, ce n'est pas que ça, qu'il y a aussi la mission civilisatrice, la mission religieuse, mais pour mon opinion, au fond, c'est un changement d'opportunité capitaliste. On ne peut plus emmener le travail dans le nouveau monde, exploitons le travail là où il est. Et la colonisation a souvent été basée sur des économies de plantation ou de cueillette minière qui demandaient beaucoup de travail manuel, et c'était très pratique, il était là, il n'y avait pas besoin de l'emmener. Donc pour moi, c'est un peu ça la colonisation, quels que soient les bienfaits qui ont été réalisés. Et la décolonisation s'est faite parce que 100 ans après avoir aboli l'esclavage, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un sacré vent nouveau qui flottait, qui soufflait sur le globe, et donc il n'était plus possible de continuer comme ça. Donc l'Afrique s'est décolonisée, ou a été décolonisée assez vite, puisque à la fin du XXe, il n'y avait plus personne qui était colonisé, ou pratiquement. Là, j'avais mis un petit tableau pour vous dire, voilà, du 8e au 16e siècle, c'est la période des empires, très mal connue. Les traites, c'est les roses qui sont mieux connues, mais surtout celles du 18 et 19e. La colonisation a démarré assez tôt, mais c'est surtout l'affaire du 19e siècle,
et la décolonisation a été rapidement conduite au XXe, avec plus ou moins de meurtres et de sang. Alors le présent, comment se présente-t-il, si on peut dire? Alors le développement, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on parle beaucoup du sous-développement, du moindre développement, du mal-développement. Alors le développement, ce n'est pas la croissance. La croissance, c'est un indicateur, par exemple le produit intérieur brut. Alors on regarde, ah oui, il a monté de 10, 15, 20, c'est très bien. Et comme il ne suffit pas, on a fait un autre indice qui s'appelle l'indice de développement humain. Et là, on est sur le terme de développement. Finalement, le développement, c'est la croissance avec la croissance des services d'éducation, de santé, plus une réduction des inégalités. Parce que si on n'a pas ces 4 conditions, on n'a pas le développement. Et même dans nos pays occidentaux, on n'est pas sûr d'avoir toujours les 4, en tout cas le 4e, qui est la moindre inégalité dans la répartition des richesses, fait souvent défaut. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans nos latitudes. Donc le présent, moindre développement, c'est un fait. Malgré toutes les théories du développement qui ont pu se faire jour et qui ont tous à peu près échoué. Et donc nous voilà rendus au premier exemple, la Côte d'Ivoire. Nous sommes le 11 janvier, suivront le Rwanda, le Sénégal, la Mauritanie et le Maroc, où j'espère faire une conclusion avec votre aide. Quand nous aurons compris les racines du mal-développement et que nous aurons la solution. Alors le plan de tous ces cours sera le même, c'est-à-dire le pays, comment se présente-t-il quand j'ai débarqué, souvent sans beaucoup de munitions. Alors sous l'aspect géographique, histoire, les aspects sociaux et l'économie. Et puis le travail que j'ai fait, il n'est pas très intéressant, mais pour l'histoire, je présenterai le cahier des charges. Alors pour ceux que ce terme choque, il s'agit là du travail demandé. Donc le cahier des charges et les conclusions et propositions de ce travail. Et ensuite je regarderai avec vous le pays depuis cette époque, sous les plans historiques, économiques, et là, bon, la Côte d'Ivoire, et pas ailleurs. J'aimerais bien faire un gros plan sur Félix Houphouët-Boigny qui est tout en Côte d'Ivoire. Alors, si nous regardons la géographie, je vous rappelle où se trouve la Côte d'Ivoire. Qui est allé en Côte d'Ivoire? Bruno, Sou, oui, d'accord. On est 3. Alors la Côte d'Ivoire se trouve donc en Afrique de l'Ouest, sur le golfe de Guinée. Elle est relativement grande, mais relativement petite aussi à l'échelle du continent. Et quand on regarde mieux comment elle se présente, c'est à peu près un quadrilatère. Voilà, avec des pays autour qu'on lira mieux sur l'autre carte. Le Libéria en bas à gauche, à l'ouest, la Guinée Conakry à l'ouest aussi, le Mali, le Burkina Faso ex-Haute-Volta et le Ghana ex-Gold Coast, qui était une colonie anglaise. Donc ce quadrilatère, sur la carte géographique, on voit que les montagnes sont inexistantes, à part les petites excroissances qui viennent du massif guinéen. Et en fait, c'est un pays de savane. Historiquement, c'était coupé en deux. Tout le sud était plutôt forestier et tout le nord était ce qu'il est maintenant. Une savane plus ou moins arborée, de moins en moins arborée d'ailleurs. Et ce que vous voyez en bleu et vert sur la carte gauche, ce sont les plaines côtières et des cours d'eau. Alors sur la droite, la carte de droite, vous avez les villes principales.
Au point de vue dimension, ça fait à peu près un tiers, entre un tiers et la moitié de la superficie française. Sur la carte de droite, vous avez les principales villes, alors qui, pour ceux qui y sont allés, peut-être réveillent des souvenirs. Il y a écrit en très gros Yamoussoukro, parce que Yamoussoukro, alors Kro en baoulé ça veut dire village, donc Yamoussoukro c'est le village de Yamoussou, mais qui est Yamoussou? Vous voyez qu'Abidjan tout en bas, qui est de loin une ville à peu près 100 fois plus grande que Yamoussoukro, n'est pas la capitale officielle. Les noms des villes principales renvoient le plus souvent à des départements, parce que le pays a choisi l'organisation en départements, sans grande surprise, après avoir été colonisé par la France. Cette géographie donc se conjugue avec une certaine histoire. Siècle, j'ai appelé l'entrée dans l'histoire, c'est-à-dire bon, on ne connaissait rien. Les Européens ne savaient pas ce que c'était que l'Afrique. Les premiers comptoirs portugais datent du 15e et se trouvaient sur ce que l'on appelait la Costa do Marfim, qui veut simplement dire la Côte d'Ivoire. Alors le nom est resté, bien qu'il n'y ait plus beaucoup d'ivoire. Suivi au siècle suivant par les Hollandais, bien sûr, toutes les puissances européennes maritimes. Fallait aller mettre son petit comptoir qui permettra ensuite de faire la traite et puis ensuite de se développer en colonie. Donc jusqu'en 1843 c'est un peu terra incognita. Ce qui compte c'est le littoral avec les 2 ou 3 comptoirs, Bingerville, Jacquesville et d'autres qui permettent l'exploitation coloniale, l'exportation du bois et des matières premières qu'on peut faire pousser. Et puis vers la fin du 19e, l'Empire anglais, toujours à l'affût, essaye de mettre un pied par-delà les comptoirs et se heurte à la résistance assez forte d'un esclavagiste. Il dit mais qu'est-ce que viennent faire ces gens-là sur mes territoires? Samori Touré, qui était sans préserver son territoire et qui résiste aux Anglais. Alors, par les hasards de l'histoire ou des négociations ou un jeu d'échange, c'est finalement la France qui en 1843 dit ça va être chez nous. Ça va être chez nous. Alors on va tracer des frontières complètement au hasard et puis on va appeler ça la Côte d'Ivoire. Et la colonie est proclamée en 1893, donc assez tard. Et en fait, il s'agissait surtout d'une lutte de prestige avec les Anglais. Pas tellement de faire de l'économie de plantation, mais surtout de damer le pion aux Anglais qui nous le damaient par ailleurs, au Soudan et ailleurs. Donc, Samori a été vaincu finalement en 1896, c'est-à-dire 3 ans après la déclaration de la colonisation, mais il y a des escarmouches qui ont continué dans la forêt jusqu'à assez tard. Ensuite s'ouvre la période de colonisation, 1893-1945. Donc la colonisation se traduit par l'installation et le développement de l'économie coloniale jusqu'à la crise de 29. Ça se passe de la façon un peu caricaturale que j'ai décrit tout à l'heure. Les maisons de commerce s'implantent pour vendre sur place des produits manufacturés qu'on vend beaucoup plus cher que l'on paye le prix du produit qui sera produit sur place et exporté ensuite. Par exemple, le cacao. Le cacao, jusqu'à il y a 4 ans, il n'y avait pas de chocolaterie en Côte d'Ivoire. Premier producteur mondial. Premier producteur mondial, il n'y avait pas de chocolaterie. Il fallait exporter les fèves de cacao
pour qu'elle soit torréfiée, broyée, etc. Et traduite en tablettes et en chocolaterie. Cette chocolaterie, c'est le groupe C'est Moi. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelques souvenirs. Les moins de 20 ans, c'était le grand rival du chocolat Meunier. Moi, je me souviens, on collectionnait les images du chocolat Meunier, et puis les chocolats C'est Moi, il y avait des bagarres. C'était comme Pokémon et je sais pas quoi, là, aujourd'hui. Donc, il n'y avait pas de chocolaterie en Côte d'Ivoire jusqu'à il y a 4 ans. Alors, le groupe C'est Moi a voulu se montrer exemplaire, et il se débrouille pas mal. Il y a bien sûr le concurrent anglo-saxon, mais minoritaire par rapport à C'est Moi. Donc pour dire que l'économie coloniale, ça a des restes jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire on exporte la matière première et on importe la matière première et on exporte les produits manufacturés qu'on va vendre à ceux qui ont fait le travail de production initiale. Alors il y avait aussi dans la colonisation un impôt de capitation qui n'était pas très bien vu, c'est-à-dire capitation, c'est tout le monde paye. Les grands, les petits, les femmes, les hommes, on compte le nombre de têtes dans un enclos et on multiplie par l'impôt de capitation et tout le monde y est tenu. Et puis aussi, ce qui a été le plus critiquable, c'était le travail et le service militaire obligatoire. Alors, obligatoire, ça ne se faisait pas au fouet, mais ça se faisait par des incitations, ça se faisait par des grandes opérations de communication, et puis des amendes. Alors, il y avait des exemptions possibles, mais les travaux routiers, par exemple, c'était une corvée qui impliquait toutes les populations autour du tracé de la route. Et le service militaire, ça ne visait qu'une catégorie de population, les jeunes hommes, mais on n'était plus au temps de la Première Guerre mondiale. On y est dedans, mais la Première Guerre mondiale, il y a eu une espèce d'élan favorisé par les puissances coloniales pour la participation des colonisés à l'effort de guerre de la Première Guerre mondiale. Alors, je vous recommande d'aller voir le film de Omar Sy, qui s'appelle Tirailleurs. Et il y a eu un certain élan. À la Deuxième Guerre, il a fallu payer. Il a fallu payer assez cher les soldats recrutés après un service militaire obligatoire pour aller se battre contre l'ennemi héréditaire allemand en Moselle ou en Alsace. Alors jusqu'en 1939, la grande crise, le pays quand même, la colonie a eu à cœur de développer les infrastructures. C'était très important, les infrastructures, pour exploiter le travail local. Alors les ports à bois pour l'exportation des billes de bois, et puis surtout le chemin de fer, la fameuse régie abidjanide qui s'est malheureusement interrompue à Ouagadougou, c'est-à-dire en Haute-Volta, au Burkina Faso, alors qu'il était prévu qu'elle aille jusqu'au Niger, un peu plus haut que Bamako. Et donc ces infrastructures nécessaires étaient quand même les bienvenus et ont favorisé un certain bien-être dans la colonie. Et puis au lendemain de la guerre, jusqu'en 1960, qui est la date de l'indépendance, c'est ce qu'on peut appeler l'émancipation, c'est-à-dire on n'était plus dans la traite esclavagiste, on dans une espèce développement de participation entre le colonisé et le colonisateur pour faire avancer le pays. Une chose très importante, une date très importante, c'est la conférence de Brazzaville, presque en fin de guerre, en février 1944, qui a fait que le code de l'indigénat qui avait créé l'impôt de capitation et le travail et le service obligatoire a été supprimé. Donc on voit que là il y a une grande
grande différence par rapport à la période précédente. Et ce qui fait que la colonie développe rapidement pendant cette période, avec une grande proximité entre les élites locales. Il y en avait, on parlera de Houphouët-Boigny plus tard, mais il n'était pas le seul, et les politiques français. Mais je ne vais pas vous l'apprendre, mais Houphouët-Boigny avait la double nationalité, comme beaucoup, et était député de l'Assemblée nationale française, parce qu'au lendemain de la conférence de Brazzaville, non seulement on a supprimé le code de l'indigénat, mais on a créé d'abord la départementalisation des îles, tant aux Antilles que les Mascareignes dans l'océan Indien, mais on a aussi créé des postes de députés, 2 par pays de l'AOF et de l'AEF, l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française. 2 députés, il y avait un député élu par les colonisateurs présents et un député pour les autochtones, c'est comme ça qu'il s'appelait. Donc le député autochtone était pour la Côte d'Ivoire Félix Houphouët-Boigny, qui s'est trouvé sur les bancs de l'Assemblée et qui s'est trouvé même ministre très nombreuses fois sous la 4e République avant 1960. Donc arrive 1960, Houphouët-Boigny un peu tiraillé entre son pays natal et son pays intellectuel, proclame, admet que oui, il vaut mieux être indépendant, enfin il n'était pas le couteau entre les dents. Et donc il a été élu et réélu sans interruption jusqu'à son décès en 1993. Ça fait 7 à 8 fois quand même. Il faut se rendre compte que jusqu'en 1960, la Côte d'Ivoire n'a pas vraiment d'existence. Il y a des frontières artificielles. On va le voir tout à l'heure quand on regardera la société, il y a une infinité de langues et de groupes ethniques. Donc l'existence de la Côte d'Ivoire à l'indépendance, c'est Félix Houphouët-Boigny qui va la créer. Il est le porte-parole, il est le père, il est... enfin, je vous dirai tout à l'heure sur le gros plan à quel point son importance était grande. Et pour des tas de raisons, quelquefois extérieures, quelquefois intérieures, cette période de 1960 à 1970 a été une période de boom économique qu'on a appelé le miracle ivoirien, et aussi un boom démographique. Alors il y avait une espèce de... J'ai mis répartition du travail, c'était écrit nulle part, mais il se trouve que les populations de la partie savane nord, souvent les plus islamisées, étaient souvent celles qui avaient les travaux, les emplois les moins qualifiés. Tout le personnel de maison, tout le personnel d'entretien routier, tous ces petits salaires, les derniers de cordée, c'est souvent des travailleurs du nord de la Côte d'Ivoire, même au-delà de ce qui s'appelait la Haute-Volta, le Burkina Faso. Au centre, c'est l'économie de plantation, c'est la savane arborée, donc il y a beaucoup de planteurs, principalement baoulés, qui est l'ethnie de Houphouët-Boigny, qui ont fait fortune là. Et puis au sud, il y a des ethnies peut-être plus éduquées, ayant été éduquées plus précocement que d'autres, qui finalement ont les jobs administratifs et font tourner le pays. Alors cette répartition va permettre de comprendre mieux le dérèglement qui va se produire ensuite. Mais ça c'est juste 70, parce qu'en 70, je débarque, mais avant que je débarque, je voulais vous parler de la société ivoirienne, pardon. Donc la société ivoirienne, j'ai mis un petit tableau de démographie là. En 40, la population totale était de 3 millions, dont 10% d'urbains. En 60, à l'indépendance, elle n'était que de 4 millions, mais la population urbaine était de 20%, et en 70,
quand je suis arrivé, donc elle était à 6 millions et la population urbaine représentait 30% de ce total. Mais ce qui est le plus important ou descriptif, c'est cette carte-ci qui montre les ethnies et le tableau à côté qui montre les groupes linguistiques. Donc on a, pour un tout petit pays, on a 20 à 30 ethnies qui ne sont pas toutes opposées les unes aux autres, elles sont pacifiques, mais la religion se rajoute une couche. À l'heure actuelle, on compte 43% de musulmans, principalement au nord, hein, la moitié nord, mais ils sont partout en fait. Les chrétiens ne représentent plus que 33% après avoir représenté presque la moitié, surtout du temps de Félix. Il reste quelques animistes, 4%, et sans religion, 20%. Alors vous voyez, c'est ce manteau d'arlequin là, fait comprendre beaucoup de choses. C'est un pays qui n'a pas d'existence autre que celle que lui a donnée la colonisation, les frontières qui ont été tracées là, souvent avec en coupant en deux les ethnies. Il y a par exemple beaucoup d'ethnies à l'est qui sont très voisines ou même les mêmes que du côté du Ghana, et puis à l'inverse du côté de la Guinée par exemple, au nord-ouest, les Malinké par exemple, l'ethnie Malinké déborde largement sur le Mali bien sûr, comme le nom l'indique, la Guinée, etc. Donc c'est un défi que de créer un pays et à partir de rien, avec les problèmes que ça va poser. Et donc économiquement, on va redire un certain nombre de choses. Pendant la période coloniale, c'est l'économie de plantation. Alors on implante et on étend sans arrêt les plantations de café et de cacao. Premier rang dans le monde pour le cacao et le café en 1960. L'exploitation forestière bat son plein. Je vais dénoncer le groupe Bolloré qui a démarré sa fortune dans la forêt ivoirienne et gabonaise, sans qu'on compte vraiment le nombre d'arbres abattus ou le type de... Enfin, c'était une exploitation jusqu'en 1960 qui était absolument anarchique. Quelques petites mines, parce que la colonisation c'est ça aussi, on profite des ressources minières, bon. Et on fait progresser les infrastructures, comme je l'ai dit, pour pouvoir faire circuler les camions et exporter les ports et exporter les marchandises. Au total, finalement, dans cette période, une forte croissance des exportations et un faible développement intérieur. Et je rappelle, le développement, c'est la croissance plus la santé, plus l'éducation et plus la répartition. Ce qui fait qu'en 1960, le PIB par tête, donc le produit intérieur brut, un indicateur de richesse économique, qui n'est pas le développement, était estimé à 1800 $ par personne. Pour vous donner un ordre de grandeur, à la même époque, l'Europe avait un revenu de l'ordre de 20 000, 22 000 dollars. Donc on était à peu près 10 fois au-dessus du PIB par tête de la Côte d'Ivoire et des pays africains en général. Et depuis l'indépendance, un miracle s'est produit. Alors, plusieurs facteurs, la stabilité politique et un grand consensus national, parce que le grand-père ou le petit-père, Félix Houphouët-Boigny, avait sa conception, il fallait que tout le monde se sente ivoirien. Alors, je
Je me rappelle encore les séances télé qui s'ouvraient par une chanson. La télé commençait, je crois, à 11h au midi. Et alors, il y avait un chœur d'enfants qui chantait « Soyez bénis, grand au fouet de Boigny, sauveur de la patrie », etc. Donc, et les émissions se terminaient avec le même refrain. Mais ils avaient raison, parce que tout reposait sur lui. Le consensus national, la stabilité politique. Tu as un truc formidable, la fête nationale itinérante, c'est-à-dire, vous vous souvenez la carte où il y avait toutes les villes les plus importantes, eh bien tous les ans, le lieu de la fête nationale changeait de département, et donc ça donnait un coup de fouet formidable à l'économie du département. Au plan des infrastructures, dans chaque fois qu'il y avait une fête nationale, on construisait un grand hôtel moderne avec piscine, on construisait une belle préfecture, on mettait du goudron partout. Enfin, la ville sortait de la campagne et devenait une ville. Et ça a fait beaucoup de choses pour le miracle. Alors le cacao et le café ont continué à progresser, le cacao toujours premier, cacao, et le café troisième seulement, parce qu'il y a beaucoup de pays producteurs de café qui ont commencé à mettre le nez à la fenêtre. Et puis j'ai mis palmier à huile, c'est-à-dire c'était les palmistes, un peu pour concurrencer les plantations d'Asie du Sud-Est et produire de l'huile de palme dont les populations étaient de grandes consommatrices. Il se trouve que dans la même période où le pays se prend en main avec l'étreinte affectueuse de Félix Houphouët-Boigny, il se trouve qu'il y a une forte progression des cours mondiaux. On est effectivement dans les 30 glorieuses des pays du Nord, et donc la demande augmente et produit le cacao, forte progression des cours mondiaux, plus 100% de valeur entre 60 toujours une et un fort développement des infrastructures. J'ai mis en rouge ports et barrages. Là, on sort un peu de la pure exploitation coloniale pour entrer dans quelque chose qui ressemble à la répartition, notamment les barrages à vocation hydroélectrique. L'éducation, la santé et la gouvernance. Au total, une volonté de redistribution de la richesse nationale qui achetait la paix sociale. Quand l'économie va, la paix sociale est là jusqu'à un certain point. Ce qui fait qu'à la fin de la période 60-70, le PIB avait progressé, le PIB par tête avait progressé de 1800 à 2500. On n'était pas au développement pour autant. Alors je vous ai mis ici quelques photos pour montrer à ceux d'entre vous qui n'ont jamais vu des arbustes de café à quoi ils ressemblent, à ça. Alors c'est l'écologie idéale du café, c'est la savane arborée, on le voit, il y a des grands arbres qui procurent un peu d'ombre et d'humidité. Le café donc se plante en petits arbustes relativement denses. Au bout de 7e année, 5e, 6e, 7e année, il y a des productions de ce qu'on appelait les cerises. Vous voyez, ça ressemble à des cerises d'ailleurs, enfin très, très groupées, et dans lesquelles se trouve la fève de café. On le voit là dans le petit dessin d'en bas. Alors il faut donc récolter, faire sécher, et ensuite écorcer de façon à arriver à la fève. Et tout ça, c'est du travail, c'est de la main-d'œuvre. On est encore dans l'exploitation de main-d'œuvre. Et le cacao, d'ailleurs, on voit les deux jeunes femmes là qui sont en train de triguer, d'écosser les fèves. Et le cacao, ça ressemble à peu près au café, c'est un peu plus grand. On peut y passer dessous. Ce sont des petits arbres, mais qui sont toujours dans la même
le même terrain, genre forêt arborée, savane arborée, pardon. Ils produisent donc au bout de 5-6 ans des fèves qui sont reproduites là. Et à l'intérieur de ces fèves, il y a un mélange mucilagineux blanc dans lequel se trouvent les fèves. Il faut donc casser les cosses, les grosses cosses, faire sécher les fèves, les trier et les envoyer aux chocolateries belges à Ostende. Et voilà. Mais maintenant, ils vont chez Sémois. Et voilà, encore du travail de tri, de préparation des fèves de cacao. Alors, voilà, enfin, je débarque, le sauveur. Vous allez voir, c'est pas grand-chose. Alors, la Côte d'Ivoire, pour moi, quand même, il faut que je vous le dise, c'est le pays des premières. Voilà. C'était mon premier vrai travail, parce que j'avais été engagé par une banque en France, où j'avais travaillé 24 heures, enfin, c'est-à-dire 8 heures. Et le soir même, j'avais téléphoné au directeur pour lui dire que je cherchais une excuse pour dire je ne veux pas continuer. Et l'excuse que j'avais trouvée, c'est il faut que je quitte la France. Sans préciser, et ça a fait le travail. J'étais un peu surpris, mais bon. Donc j'avais quitté cette filière, je ne voulais pas travailler, je voulais travailler dans le développement. Et donc j'avais eu la chance qu'on me propose dans une autre société d'aller réaliser une étude statistique dont le cahier des charges était l'étude de la commercialisation des produits vivriers. Alors qu'est-ce que c'était que ces produits? Alors le riz, le maïs, le mil ou le sorgho, parce que ça ressemble beaucoup, l'igname. Alors l'igname, c'est une racine, je ne sais pas si vous en avez goûté, c'est très bon, mais ça ne pousse pas chez nous. Mais ça constitue un énorme pourcentage de la diète du régime local. Le manioc, bien sûr, autre racine. La banane plantain, alors ce sont des grosses bananes légumes qui ne sont pas sucrées, mais qui servent également à faire de l'amidon et de manger de l'amidon. Les oranges, les arachides et la noix de cola. Alors la noix de cola, je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas non plus, et sur les marchés il y a toujours des petites tables comme ça avec des petits tas de fèves mauves et blanches. Et je disais, c'est quoi ça? Je voyais les gars qui achetaient et qui croquaient, j'ai dit bah, je vais faire pareil. Et là, coup au cœur, c'est terrible, c'est un excitant instantané qui est une drogue, n'ayons pas peur. Alors on croque, on mâche, puis on crache où on peut, donc il y en a beaucoup sur les trottoirs. Mais c'est en vente libre, production libre. Alors, ce sont des productions de cueillette. Hein. On va en forêt chercher des colatiers pour ramasser la noix de cola. Mais maintenant, il y a des plantations de noix de cola parce que c'est très rémunérateur. Et c'était assimilé à un produit vivrier. Donc on nous demandait ça. On nous demandait de faire ça auprès des grossistes de tout le pays. Alors les grossistes en Côte d'Ivoire et aussi au Mali, en Guinée, enfin dans cette partie de l'AOF, c'est une espèce d'ethnie avec un langage propre qui est très proche du malinké, mais il y a identification, commerce de gros et appartenance à l'ethnie. C'est-à-dire si on fait du commerce de gros, on est dioula. Et si tu es dioula, tu es dans le commerce de gros. Voilà, on ne peut pas en sortir. Donc c'est des gars qui sont assis avec leur djellaba, parce qu'ils sont tous musulmans, dans le nord du pays, le dioula, et ils sont assis sur leur tas de cola ou de maïs. Ils ont leur camion 1, 2, 3, 4, 10 pour les plus riches, qui font le commerce aussi, qui vont aller acheter chez les producteurs les produits et les apportent
sous un hangar. Et ensuite, les camions les produits sont reconditionnés et expédiés vers vous verrez, les zones de consommation. Quel délai? On avait une année complète, avril 71-72. Quel client? Le ministère du Plan. Juste une plaisanterie, mais qui était vraie, c'est-à-dire on l'appelait le ministère du Blanc. Tellement les élites locales n'étaient pas prêtes à prendre le relais. Ce n'est plus le cas. Donc l'étude l'appel d'offres avait été gagné par la société où je travaillais, qui s'appelait la CEDES, la Société d'études pour le développement économique et social, une société du groupe Caisse des dépôts. Si vous demandez ce que fait votre épargne, ben voilà, on m'a payé. Et on était partagé en deux équipes, une équipe nord dont j'avais la charge et une équipe sud dont mon collègue qui s'appelait Château avait la charge. On avait sélectionné des centres de gros les plus importants qui étaient pour moi Bouaké, Korogo, Diené, Mans et Daloa, c'est-à-dire pour ceux qui connaissent un peu la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire toute la partie nord. Et puis le sud, c'était Abidjan et Abengourou. Alors il y avait moins de villes parce que Abidjan représentait lui seul 5 ou 6 villes. Et chaque équipe avait 15 enquêteurs répartis, qui résidaient sur place et qui étaient répartis dans les villes en question et qui renseignaient chaque arrivage et chaque départ chez chaque dioula. C'était pas échantillonnage, c'était exhaustif. Tous les jours, ils se pelaient la tournée des grossistes. Alors j'ai fait beaucoup de fois avec eux. Alors il y a tout un rituel, il faut arriver, il ne faut pas arriver en disant voilà, alors je voulais vous demander comment. Non. On s'assoit, on prend le thé, on demande des nouvelles de la famille, des femmes, des enfants, des voisins, c'est très important, les voisins, des camions, tout va bien, ouais, bon, alors au bout d'un certain temps, et encore, il ne faut pas poser de questions trop directes, on arrive à faire le tour du questionnaire, avec des mesures qui sont quelquefois pifométriques, et il y avait aussi une enquête sur les marchés de détail, pour qu'on sache vraiment comment les choses se passaient. Alors je crois que c'était une fois par mois certainement, mais quelquefois 2 fois par mois, je partais avec ma voiture de fonction, une R6, c'était formidable, c'était mon premier travail, je répète. Donc je partais, je faisais la tournée, Bouaké, Korogo, Diené, Mans, Daloa, avec un goût de forêt, là, Daloa c'était formidable. Et je ramassais les questionnaires et j'échangeais contre des billets de banque que j'avais dans ma sacoche. J'avais la paye de 15 enquêteurs dans des enveloppes, j'ai jamais eu le moindre ennui. Et je rentrais à la maison. Ensuite, en fin d'enquête, il y avait un premier traitement qui était fait dans les centres régionaux informatiques. On est en 72. Alors, les données ont été centralisées et traitées informatiquement, bon, à Abidjan, je dirais essentiellement comptées, rédaction et remise du rapport au client avec soutenance et des reprises possibles. Voilà le grand travail que j'ai réalisé pour le ministère du Plan. Alors, les conclusions de l'étude. Voilà comment ça se présentait, la couverture, voilà, la commercialisation de produits vivriers. Et à l'intérieur, il y avait beaucoup de baratins à partir des schémas qui avaient été... Je ne sais pas si c'est pas moi qui avais participé à la conception, enfin, je trouve que c'est pas mal. À gauche, vous aviez les produits, l'origine des produits, le total collecté, et puis la destination des produits en bas à droite, voilà. Alors, par exemple, les ignames. Les conclusions de l'étude, alors on a eu certaines confirmations, à savoir que 75% de tous les flux qu'on avait comptés étaient destinés à Abidjan et 15% à Bouaké, c'est-à-dire 90% des travails des dioula étaient pour les 2 grandes villes du pays.
3 produits représentaient 70% des flux. Alors, les plus lourds, hein, la banane plantain qui était très lourd, les ignames, et puis aussi le maïs. Le système Dioula était un système fondé sur un système d'information très informel, comme j'ai essayé de montrer, mais très performant, difficile à remplacer. Et aussi certaines affirmations d'idées reçues. Les flux ne partaient pas toujours des régions excédentaires, ça dépendait des relations que le Dioula local avait avec certains producteurs ou d'autres des grossistes niveau inférieur. Par exemple, le centre-ouest, qui est une région excédentaire, ne fournissait pas beaucoup Bouaké et Abidjan. La commercialisation traditionnelle n'exploite pas les producteurs. Les producteurs percevaient en moyenne 46% du prix final. Alors je vous rappelle que chez nous, quand vous achetez un litre de lait, il y a 9 à 10 centimes pour le producteur. Voilà, c'est-à-dire 10%. On n'est pas à 46. Les marges ne sont pas du tout inadmissibles. Oh, les Dioula s'en mettent plein les poches, c'est scandaleux. On était arrivé au calcul que la marge de gros réalisée, c'était 14%, ce qui est vraiment risible en termes européens, et 28% les marges de détail. Bon, quand on sait le travail qu'il y a derrière, je ne trouvais pas ça du tout inadmissible. D'où les propositions qu'on a faites. Des halles centrales. C'était un peu, au moment où on nous a confié l'étude, on nous avait déjà dit c'est pour justifier les halles. Bon, donc on savait. Et actuellement, il y en a 2 qui sont construites dans 2 grandes parties d'Abidjan et pour Bouaké. Et surtout, y associer les Dioula en les formant. Alors, ce sont 2 choses irréalisables. Former des Dioula très difficile parce que c'est une espèce d'imbibition socio-culturelle. Le commerce de gros, on s'improvise pas comme ça, et les associés, c'était pas possible parce que ils savent pas lire, ils savent pas compter comme nous, ils savent très bien compter, donc c'était très difficile. Et c'est la première fois, non, que je me racle la gorge. On continue alors. Bon. Il fallait aussi améliorer le stockage du producteur. Souvent, les récoltes chez le producteur attendaient le camion du Dioula qui venait de 50 ou 60 km sur des pistes défoncées. Donc, quelquefois, on avait dépassé la date de péremption. Et le secteur du transport, bon, les routes et les transporteurs, et mettre en place un suivi régulier des prix avec indice à la consommation. Alors, presque tout a été réalisé, sauf l'association avec les Dioula. En fait, les Dioula continueraient leur travail, mais un peu en amont, un peu comme employés de grossistes ayant pignon sur rue et parlant français et avec des téléphones. Mais les Dioula aussi ont des téléphones. Donc voilà en quoi consistait l'étude. Alors c'était mon premier travail, c'était mon premier pays d'Afrique subsaharienne. Et c'était ma première rencontre avec mon épouse, qui est ici, mon anglaise d'épouse, elle n'est pas très baoulée. Voilà. Donc la Côte d'Ivoire, pour moi, c'est le début de tout. Toute ma vie a commencé en Côte d'Ivoire. Ma vie professionnelle, ma vie personnelle. Alors, regardons un peu qu'est-ce qui s'est passé après que j'ai quitté. Coup de chance, pour moi, la fin du miracle s'est passée après moi. Alors vous allez me dire, non, j'y étais pour rien, ni dans le miracle, ni dans la fin du miracle. Donc il y a eu un concours de circonstances, comme on dit, et tous les planètes se sont désalignées. Alors, forte dégradation des termes de l'échange, c'est-à-dire les termes de l'échange, ça veut dire que quand on exporte, on a moins de sous que quand on essaye d'acheter des importations, et les termes de l'échange se dégradent.
on s'appauvrit. Il y a des frémissements sociaux, c'est-à-dire qu'avec le développement de l'économie monétaire, on assiste un peu à du clientélisme, au développement du clientélisme et fatalement des tensions ethniques qui se font jour et qui deviennent politiques. Et on les voit arriver bien avant 95. Alassane Ouattara, lui c'est un homme du Nord, donc musulman, avec tout le nord de la Côte d'Ivoire derrière. Et Laurent Gbagbo, qui a fini par avoir enfin, ils se sont succédés l'un l'autre, qui est lui de l'ethnie Bété, qui est en fait au centre-ouest, à côté des Baoulés. Et puis à 93, le vieux mort. Le vieux meurt. Il laisse la place à Conan Bédié, qui était son ministre des Finances, également baoulé, et qui s'est montré totalement incapable de tenir la baraque. Ce qui fait qu'en 95, de 95 à 2010, c'est une période de déchirement, de règlement de compte. On a suivi ça dans nos journaux. Il y a eu ce putsch militaire de soldats mécontents pour des questions de salaire et de conditions de vie, avec des émeutes sanglantes, une élection présidentielle très irrégulière qui a proclamé Laurent Gbagbo vainqueur et qui a demandé l'union nationale. En fait, dès 2002, le pays a été coupé en deux, ce qu'il a toujours été. Le nord, savane musulman, le sud, forêt, chrétien, entre guillemets. Et donc, l'intervention des casques bleus, massacre récurrent, il a commencé, non c'est lui, très cessez-le-feu, bon, et finalement en 2010, à l'élection présidentielle, Gbagbo et Ouattara, tiens, vous voyez, ils étaient déjà là, plus haut, se présentent comme vainqueurs, se déclarent vainqueurs, indiscutablement. Alors, Gbagbo, qui avait sans doute plus triché que Ouattara, est capturé avec l'aide de l'armée française et traduit devant la Cour pénale internationale pour crime de guerre. Il a été condamné 10 ans plus tard. On était au milieu du Covid, je crois, et il a été immédiatement gracié par Ouattara, qui lui avait succédé à la présidence de la République. Pardon ? Je n'entends pas. C'était des amis. Oui, c'est exactement, oui. Des amis, on peut dire ça. Des semblables. C'est-à-dire des bandits et armés. Mais bon, ne soyons pas trop critiques, on a eu des trucs pas mal non plus. Donc Ouattara est élu et réélu. Gbagbo était absent, bon, il est revenu il y a 1 an ou 2, mais à mon avis il ne va pas rester sans rien dire. Mais en attendant, voilà, Gbagbo en 2018 a été relaxé par la Cour pénale internationale, faute de preuves, bon, ce qui va arriver à Poutine sans doute, et condamné en République de Côte d'Ivoire, la RCI, pour braquage de la BCEAO, qui est la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est une espèce de banque à la Banque centrale européenne qui rassemble tous les pays de l'ex-Afrique de l'Ouest. Et le braquage, c'est le terme qui a été mis dans le communiqué, mais en fait, bon, c'était qu'il a fait des malversations. Et Ouattara le gracie immédiatement. Voilà. Donc ils sont prêts à la nouvelle course à l'échalote, à la prochaine élection présidentielle. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la fin du miracle, forte dégradation. Mais j'ai déjà dit ça, non ? Récession et intervention du FMI et de la Banque mondiale. Il y avait à l'époque ce qu'on appelait le consensus de Washington, j'en ai dit 2 mots à l'introduction. Washington, c'est là où se trouvent les 2 grandes institutions d'aide internationale qui s'appellent la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Et donc, lorsque ces 2 institutions se mettent d'accord sur une façon de faire,
on ne peut pas vraiment s'y opposer, sauf à être vraiment de l'autre côté. Et donc, à partir de ce consensus, vers les années 80-90, Reagan, Thatcher, c'est le triomphe du libéralisme, les agents du FMI et de la Banque mondiale parcourent les pays en mal de développement, comme en Afrique, et viennent proposer les solutions du consensus de Washington, qui sont le libéralisme à tout crin, la fin des barrières douanières, l'augmentation des taux d'intérêt de façon à ce qu'il y ait de l'épargne qui puisse être collectée, etc. Enfin, il y a 10 clauses. La plus importante, c'est ça, c'est laisser faire, laisser passer. C'est le libéralisme à la papa. On rôle de l'État minimum, laissant faire les agents, c'est-à-dire les gloutons, ceux qui veulent s'en mettre plein les poches. Ça n'a pas marché. En 95 jusqu'en 2010, le pays étant à feu et à sang, bon, évidemment l'économie était en panne, avec des relations internationales très difficiles. Et depuis 2010, et je vous ai mis un petit graphique en fond d'écran là, vous le voyez, c'est la courbe qui est importante. On voit que jusqu'aux années, jusqu'au lendemain de la guerre, c'est plat. Ensuite, ça monte essentiellement à partir de 1960, l'arrivée de Houphouët, et puis le miracle ivoirien. Le grand creux, c'est cette conjoncture néfaste des années 90. Et puis, depuis 2010, il y a un redémarrage spectaculaire. On voit la ligne droite là qui monte et qui fait passer le produit intérieur brut des 2500 qui était le cas en 1970 à 4000 $ par tête. Alors c'est magnifique, mais c'est sans développement. C'est-à-dire, il y a certes beaucoup de développement des soins, de la santé, de l'éducation, mais il manque la répartition, comme c'est là où le bas blesse toujours, c'est-à-dire que la richesse profite à un tout petit nombre, et donc ceux qui ne l'ont pas ne sont pas satisfaits. Bon, les infrastructures, l'économie toujours dominée par l'agriculture, le cacao, faiblesse de l'industrie. Vous vous souvenez peut-être des 3 secteurs de l'économie dont on avait parlé et qui caractérisent les états les stades du développement. On entre dans on quitte le statut d'économie primaire quand on a une industrie qui représente entre 40 et 50% de la richesse. Et là, on est à 20-25%. Avec des entassements urbains épouvantables, et ça on en voit dans nos nouvelles, des entassements où on ne sait pas quoi faire des jeunes, avec la dégradation forestière qui continue. Et je vous ai mis là une photo d'Abidjan. Alors ça, on est dans les revenus hauts. Voilà, c'est construit sur une lagune. La mer est vers moi, là, et puis vous pouvez voir au fond à droite une tour blanche. Alors maintenant il y en a d'autres sur ce qu'on appelle le plateau, qui est la partie entre les 2 ponts, mais à l'époque où je suis arrivé, il n'y avait pas tous ces immeubles, mais il y avait la grande tour blanche de l'hôtel Ivoire. Ah, l'hôtel Ivoire, c'était la plus haute tour d'Afrique. C'était magnifique. Alors on entrait, c'était climatisé, enfin je sais pas, tu te souviens, on mourait de froid. Bon, enfin si aujourd'hui on s'amusait à faire ça. Voilà, l'hôtel Ivoire toujours là, et vous voyez que ça ressemble à une belle économie en développement. Ça c'est le côté des gens riches. Ça c'est le port. Alors le port qui a beaucoup progressé depuis qu'on y était et qui a un trafic important, tant à l'import qu'à l'export. Et ça c'est la forêt. La forêt vue par satellite. Et je vous ai mis en bas ces chiffres. En 2019, la Côte d'Ivoire avait un score moyen de l'indice d'intégrité du paysage forestier, c'est-à-dire l'état de la forêt,
de 3,64 sur 20, c'est-à-dire qu'il était brillamment 143e sur 172 pays pour ce qui est de la préservation de la forêt, de son exploitation rationnelle, économique, rationnelle et raisonnée. Alors c'est bien triste. Bon, en fait, ce qui reste de la forêt, vraiment, c'est l'espèce de tache verte qui se trouve tout à fait à l'ouest, et puis quelques exemples de savane arborée en haut, mais la forêt en bas, là, qui est sa zone, toute la moitié sud, voilà. C'est très triste. Alors, il nous reste le temps. Alors, je vais faire ce gros plan sur Félix. Ah, voilà, Félix Houphouët-Boigny. Donc, il est né en 1905, donc dans un village Kro, hein, le village Ngokro, dans la savane arborée, près de Yamoussoukro, et qui deviendra le futur Yamoussoukro. Yamoussoukro Yamoussoukro comme nouvelle capitale quand on y était ou juste avant, et avec obligation, alors pour toutes les ambassades, d'avoir un siège à Yamoussoukro. C'était un village, hein, donc il a fallu le traverser d'autoroutes, et les ambassades sont venues s'installer, et également toutes les chaînes hôtelières devaient avoir une implantation au village, à Yamoussoukro. Alors quand je devais y passer la nuit, c'était fantastique. il y avait personne dans ces hôtels. Et c'est là où il a fait construire la grande cathédrale, parce que c'était un grand chrétien, grande cathédrale avec mission pour l'architecte qu'elle fasse 1 mètre de plus dans toutes les dimensions que la cathédrale Saint-Pierre à Rome. Et c'est fait. Donc elle est moins belle, mais elle est plus grande. Et voilà. Alors il était fils de planteur baoulé. Baoulé, c'est donc une ethnie qui est au centre à peu près. Son père était chef traditionnel, s'appelait Houphouët. Et plus tard, il a ajouté le surnom qu'on lui donnait quand il était petit, de Bélier, qui en baoulé se dit Boigny. Et le prénom Félix quand il se fait baptiser à 11 ans, parce qu'il se dit que ce serait pas mal d'être baptisé. Il avait déjà réfléchi à la question. Alors il fait de brillantes études, il va bien sûr à l'école normale, et il sort, j'ai regardé les chiffres 2 fois, il sort instituteur à 16 ans. C'est pas mal. Il est né en 1905, il est sorti instituteur en 1921. Et puis il a immédiatement embrayé sur l'école de médecine de l'AOF, qui était à Abidjan, où il est comme médecin. C'était une espèce de surinfirmier. 125. Il s'est rendu compte de ça l'a beaucoup heurté. Et donc il fait un petit essai à l'hôpital d'Abidjan où il a vu qu'on le traitait effectivement comme un infirmier, et il a donc proclamé la fin de la période africaine, médecin africain. Et puis il s'est concentré sur ses plantations de son père, de sa famille au sens large, et de toute l'ethnie baoulé, café, cao, caoutchouc même. Il est à l'origine du premier syndicat des planteurs, réunissant 20 000 planteurs autour de lui contre le travail forcé, vous vous souvenez, de l'époque coloniale. En 1945, lorsque la France décide d'avoir 2 députés par pays, dont un qui représentera les autochtones, il est élu député à l'Assemblée nationale française, et il obtient l'année suivante la fin du travail forcé dans toutes les colonies françaises. Bon, ça suivait Brazzaville, le changement d'air, le changement d'idées dominantes, mais c'est une belle réussite. Et puis il est entré dans une période communiste, parce que quoi de plus conforme à l'analyse marxiste qu'une économie sortant de la colonie? On est vraiment en exercice en grandeur nature, c'est formidable. Il y a les pauvres, les riches, il y a l'extraction extorsion de la plus-value, l'exportation, l'échange inégal, il y a tout ce qu'il faut pour être communiste. Donc il va fréquenter beaucoup les communistes français,
il ne va pas s'inscrire au groupe à l'Assemblée nationale, mais bon. Et en Côte d'Ivoire, il crée le Parti démocrate de Côte d'Ivoire et puis le Rassemblement démocratique africain, parce qu'il avait une espèce de vue de remplacer l'AOF par quelque chose qui serait plus souple mais qui réunirait les anciens pays de mouvance française. Jusqu'en 1950, ça c'est la fin de sa période communiste, et puis il devient ministre, sans discontinuer, de 56 sous Guy Mollet à 61. Il a même été signataire de la Constitution du 5e, parmi une dizaine, hein, c'est pas tous les députés qui avaient signé, qui avaient donné leur bénédiction, et il a fini ministre sous Michel Debré. Parce que depuis 60, c'était l'indépendance en Côte d'Ivoire, il fallait qu'il s'occupe un peu de son pays. Je voulais, vous êtes familier avec les noms des, parce que je vois qu'il n'y a pas que des 20 ans parmi nous, avec le nom des premiers ministres de la 4e République? Je les sais tous dans l'ordre: De Gaulle, Gouin, Bidault, Blum, Ramadier, Schuman, Marie, Schuman, Cueil, Pleven, Bidault, Cueil, troisième gouvernement Cueil, Meyer, Laniel, Mendes France, Faure, Mollet, Bourgès-Monory, Flimelin, Gaillard, Bourgès-Monory, Gaillard, Flimelin, dernier président du Conseil de la 4e République, qui a laissé la place chaude au général de Gaulle, rappelé d'urgence. Donc, en 60, son idée de communauté franco-africaine foire, essentiellement du fait du Mali. Déjà, le Mali a toujours au fond de sa tête, si on peut parler du Mali comme une personne, la grandeur de l'empire malien, qui a pendant 4 ou 5 siècles gouverné, a régné sur l'Afrique de l'Ouest. Et je vous avais dit la différence qu'il y a entre un pays et un empire. La différence, c'est que dans un pays, il y a des frontières connues, à peu près respectées la plupart du temps, tandis qu'un empire, c'est sans frontières. Voilà, c'est une force. C'est une impulsion, c'est une influence, et bon, voilà, quand on veut être costaud, on s'appelle un empire. Donc, la communauté franco-africaine, bon, il déclare l'indépendance à contre-cœur, et puis c'est la période 60-93, père du miracle ivoirien. Alors j'ai repris un certain nombre de choses qu'il a pu faire. Bon. Vous imaginez bien qu'après 33 ans de pouvoir absolu et d'adulation populaire, il a eu quelquefois des décisions non consultées et c'était un peu un despote vers la fin, despote éclairé bien sûr, chrétien, mais despote quand même, il faisait de plus en plus de bêtises. Donc après, c'est peut-être... il a essayé de donner une unité au pays, il a essayé de le développer, mais en domptant l'une après l'autre les séditions de Gbagbo et de Ouattara. Et j'aime bien ce qu'il a dit, parce que c'est toute la sagesse baoulée. Quand on lui dit, mais quand même, ces gars-là qui sont en train de vous cracher sur votre création, votre grandeur, vos réussites, mais l'arbre ne se fâche pas contre l'oiseau. L'oiseau, il utilise l'arbre. Les Gbagbo, les Ouattara sont des petits oiseaux. Moi, je suis l'arbre. Voilà, Félix Houphouët-Boigny. Et puis, je voulais vous proposer ce tableau. Alors, bon, j'aime bien les tableaux. Est-ce que vous voyez le nom des colonnes? Je vais vous les lire. Alors, les lignes, c'est simple, c'est tous les pays que nous allons envisager, la Côte d'Ivoire, le Rwanda, le Sénégal, la Mauritanie, le Maroc, en 2 fois. Les colonnes d'en haut
La première, c'est est-ce que le pays a été victime des traites esclavagistes? Alors pour la Côte d'Ivoire, oui, beaucoup. Sans qu'on puisse exactement chiffrer, c'est certainement supérieur à 2 millions. L'inégalité sociale, est-ce qu'il y a une inégalité sociale? Est-ce qu'il y a la prééminence d'une ethnie? Et j'ai mis assez forte l'ethnie baoulé jusqu'à un certain point, puisque maintenant c'est le nord islamique qui renacle. Est-ce qu'il y a eu une exploitation coloniale? Oui, café, cacao, palmiste. La décolonisation a-t-elle été sanglante? Non, ça s'est fait de façon entre amis, n'est-ce pas? Indépendance, la date de l'indépendance 1960. La démographie à l'indépendance, 6 millions d'habitants, avec un taux de croissance de 2,8% par an. Je ne parle pas du taux de fécondité, je parle du taux de croissance de la population. En France, on est à 12... Alors, il y a une mortalité de l'ordre de 10 et une natalité de l'ordre de 12, donc on doit être à 2 pour 1000. Bon, on n'est pas du tout dans les mêmes chiffres. Niveau de vie à l'indépendance, alors le PIB, le produit intérieur brut par tête, 1 800 $. Et puis on passe au deuxième tableau. Quelle est la population actuelle et son taux d'accroissement naturel? Eh bien, vous voyez, il y avait 6 millions là-haut, en 60. Ici, en 2020, les 6 millions sont 30 millions et ils continuent à progresser démographiquement 2,6% par an. Son économie repose toujours sur l'agriculture, le secteur primaire dans le camembert des secteurs de l'économie, le secteur primaire continue à être supérieur à 50%. Le niveau de vie actuel, c'est 4 000 $. L'inégalité sociale forte. Là, les religions, ben, elles ont disparu, mais je vous les avais montrées, 43% de musulmans, 33% de chrétiens, les animistes et 100. Population 2050, 61 millions, c'est-à-dire un doublement par rapport à aujourd'hui et un décuplement par rapport à l'époque où nous y étions. Donc comment veut-on faire face? Je ne sais plus qui disait, mais il faut créer une école, il faut créer une classe dans chaque école du pays tous les ans. Je ne peux pas, moi, président du pays, que je m'appelle Gbagbo Ouattara, j'ai pas ce qu'il faut pour faire face à cette explosion démographique. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien les gens s'en vont. Parce que sans éducation primaire, ils se retrouvent après entassés, ces jeunes, autour des centres urbains où ils vivent en faisant les 400 coups et finissent par émigrer avec des circuits très longs, très pénibles et dont beaucoup n'arrivent pas au bout. Il y a une très forte émigration et une situation très instable. Ça si vous le voulez bien, ce sera le mot de la fin et c'est ma conclusion que j'espère vous partager. C'est une situation très instable et qui justifie et qui se traduit par une très forte émigration. Et pour terminer, je voudrais vous montrer ce qu'était la Côte d'Ivoire avant, bien avant que je sois là, que j'y aille. Et ça, ce sont des photos que j'ai prises moi-même et tirées moi-même. Avec les bains révélateurs dans la baignoire, etc., avec du papier. Bon, c'était l'époque où une photo, c'était pas pour rire, mais on sait tous ce que c'est. Voilà ce que c'est maintenant. Je ne veux pas dire que c'est la forêt, mais la savane, elle n'est pas très arborée. Et cette dame a fait avec son paquet de bois, sans doute entre 5 et 10 kilomètres, pour aller chercher de quoi chauffer, de quoi faire la nourriture pour jusqu'à la prochaine corvée. Et pour rester optimiste, ça c'est une photo que j'avais prise dans un enclos, deux petites filles qui se lavaient avec beaucoup de joie. Voilà, je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info.
Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.